Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être encore avec nous pour ce nouveau numéro de Ça nous concerne. Trouver du travail ces derniers temps n'est pas chose facile. Le trouver et le conserver reste encore un exploit, même si certains vont jusqu'à la retraite. L'administration publique étant saturée, y entrer et se maintenir relève d'une gageure. Comment faire pour se dégoter un emploi? Quelles sont les règles à respecter? Comment se définit le cahier de charges des employés? Dans votre émission Ça nous concerne de ce jour, il est question du droit du travail. Avec l'éclairage d'un invité, Maître Amadou Thioulé Diarra, avocat au barreau du Mali et professeur de droit. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Dites-nous, c'est quoi le droit du travail? Le droit du travail, c'est un droit qu'on définit le plus simplement possible. C'est le droit qui régit les relations entre un employeur et un employé, ou entre un groupe d'employeurs et des travailleurs. D'accord. Et comment doit se faire logiquement l'établissement d'un contrat de travail? Un contrat de travail, il est librement en fait conclu entre l'employeur et l'employé, le futur employé. Mais aujourd'hui, les contrats sont élaborés de telle manière que on les considère comme des contrats d'adhésion. Parce que le futur employé, quand il arrive, il trouve que les conditions du contrat sont déjà élaborées, mises en place. S'il accepte, il signe. Et puis, s'il n'accepte pas, il s'en va. Mais dans les 90% des cas, celui qui cherche un emploi, il signe le contrat, même s'il y a des clauses qui ne lui conviennent pas forcément, il est obligé parce que le marché de l'emploi, il est vraiment difficile. Et saturé, comme je le disais en intro. Or, pourtant, ça devrait être le contraire, parce que nous avons assisté pendant ces 20 dernières années à ce qu'on appelle la déréglementation des entreprises publiques et ce qu'on appelle le moyen d'État. Ce qui suppose que, l'employabilité, c'est-à-dire le travail en tant que tel, son domaine, il est partagé entre l'État et le privé. Et même pour aller loin normalement, parce que quand vous dites qu'il faut réduire considérablement le nombre de fonctionnaires au profit des entreprises privées, le contraire aurait dû être aujourd'hui qu'on se trouve en face d'entreprises qui recrutent et absorbent le maximum en fait de personnes qui ne travaillent pas. Mais on ne peut pas en fait déréglementer et faire ce qu'on appelle le moyen d'État et que de l'autre côté, il se trouve que ceux qui veulent, les candidats au travail, rencontrent des difficultés pour le recrutement, parce que vous trouverez dans beaucoup d'entreprises que une personne fait le travail de 2, 3 ou 4 personnes. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Un employé, un futur employé d'une entreprise, on lui propose un contrat. Est-ce à dire que logiquement ou légalement, c'est l'employé ou le futur employé qui doit faire une proposition de contrat à son employeur ou au service juridique de l'entreprise dans laquelle il doit rentrer? Bon, généralement, ce que nous entendons, les gens dire, on va vous recruter, quelles sont vos prétentions? Mais les prétentions, c'est des prétentions salariales en général. Le montant du salaire, mais qui ne touchent pas aux conditions du travail. Les conditions du travail, c'est le patron qui les impose. Ah oui, il les impose, le patron les définit. Si vous les acceptez, vous venez travailler. Parce que les conditions de travail
en fait, sont établis en fonction, effectivement, de l'orientation des entreprises. Selon que ce soit une entreprise médicale, une entreprise pour l'informatique ou bien l'enseignement, le patron, eh bien, il élabore les conditions de travail dans ce sens-là. D'accord. Dites-nous, pour les différents contrats de travail, on voit souvent qu'il y a problème dans les entreprises, que l'inspection du travail est saisie. Est-ce qu'un employé peut soumettre son contrat à l'inspection du travail avant de le signer? Bon, ça c'est... Si vous le faites, c'est un casus belli. C'est-à-dire que vous provoquez une guerre qui ne dit pas son nom. Entre vous et l'employeur? Déjà, vous montrez votre couleur à votre futur employeur. Or, en général, les futurs employeurs, ils n'aiment pas ce qu'on appelle les chicaniers. Les employés qui connaissent trop leurs droits. Qui connaissent et qui font beaucoup de bruit, ils n'aiment pas ça. Donc, dans la pratique, quand vous avez le contrat, eh bien, l'employeur, généralement, ne vous donne même pas le temps, en fait, d'aller le comprendre ailleurs pour le signer. Effectivement. On vous met dans un coin, vous lisez, on vous dit, bon, écoutez, on a besoin de votre contrat tout de suite là, et vous le signez. Mais c'est vraiment dans les grandes boîtes qu'on demande aux gens, bon voilà, le contrat est là, vous le signez et puis vous me le remettez. Mais à vous entendre, on dirait que les lois qui régissent le droit du travail ne sont profitables qu'aux employés, alors que les employeurs aussi sont protégés par ces lois. Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un conflit d'accaparement du droit du travail. Parce qu'en tant que tel, le droit du travail, à l'origine, c'était un droit protecteur des intérêts et bien des travailleurs, tel que nous l'avons connu. Mais 18e siècle, 19e, 20e siècle, vers la deuxième moitié du 20e siècle, et aujourd'hui, le droit du travail qui était protecteur des intérêts des travailleurs, ce droit-là échappe aujourd'hui au monde du travail pour effectivement basculer, si vous voulez, dans le droit des affaires. Le droit des affaires et le droit du travail, c'est pas la même chose. Bon, oui, mais je fais la différence. Mais aujourd'hui, le droit du travail, en fait, est accaparé par le droit des affaires à telle enseigne que on voit dans le travail, si vous voulez, la rémunération. Si vous voulez, la considération de l'être humain aujourd'hui est reléguée au second plan. Alors qu'autrefois, c'est ce qui était important. C'est ce qui était important. Malgré les rapports entre l'employeur et le salarié, il y avait quand même un aspect social, humain, en fait, qui était mis de l'avant. Mais aujourd'hui, cet aspect social, humain, en fait, est en train de s'effacer, eh bien, au profit de ce qu'on appelle les finances. Le patron, il a besoin de faire fructifier l'entreprise. Eh bien, j'ai eu beaucoup de cas où il est même interdit à un travailleur qui est malade pour dire de toutes les façons, je voudrais te voir demain à ton poste. Malgré le fait qu'il soit malade. Malgré le fait qu'il soit malade. Dites-moi, maître, est-ce que il est illégal, si vous voulez, de travailler plus de 8 heures par jour? Ah oui, parce que heure légale de travail, c'est 8 heures. Sauf le droit universel du travail, 8 heures par jour. 8 heures par jour et 42 heures, mais en fonction de certains emplois spécifiques, il peut arriver que des dérogations soient portées à cela. Mais s'il y a des dérogations portées à cela, on les compense en fait par un système de repos. Mais les 8 heures, vous savez, ce combat, c'est les travailleurs américains en fait qui l'ont gagné. Sinon autrefois, le salarié travaillait comme en fait un serf. Il travaillait comme un esclave chez le patron. Mais 8 heures raisonnablement, c'est en fait des conditions de travail scientifique qui permettent à l'être effectivement, eh bien,
de garder sa stabilité après le travail et de reprendre le lendemain. D'accord. Maître, on a une question d'un téléspectateur sur Facebook. Il nous demande est-ce qu'il est possible de mettre un terme à un contrat qui a été bien déterminé avant la fin de la date prévue? Cela est possible. Cela est possible selon que le contrat soit un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail à durée indéterminée. Dans les deux cas, c'est possible. D'accord. Avant qu'on aille plus loin, un contrat de travail à durée déterminée, qu'est-ce que c'est? Le contrat à durée déterminée, c'est un contrat qui lie employeur et salarié dans le cadre, en fait, d'un travail, d'une activité, dont la durée est limitée dans le temps. D'accord. Soit 1 an, 2 ans, ou même si vous voulez, vous concluez pour 18 mois, ou bien vous allez conclure pour 6 mois. Contrat de travail à durée déterminée. Si nous prenons l'exemple d'un contrat de travail à durée déterminée de 2 ans, avant les 2 ans, il est possible de mettre fin à ce contrat en cas de faute lourde du travailleur. D'accord. Ou si le travailleur, lui, il veut donner son intention de partir, et là, en ce moment, il en informe avant terme l'employeur. Combien de temps avant le terme prévu pour le contrat? Ou bien combien de temps avant la date prévue pour le départ, par exemple? Ça dépend aussi, si vous voulez, des cadres. Parce qu'il y a des cadres de la hiérarchie A, il y a la hiérarchie B, et puis C, etc., les catégories. En fonction des catégories, le préavis, la durée du préavis, diffère. D'accord. Pour le personnel de la catégorie A, on estime qu'il faut aviser 3 mois avant. D'accord. Alors, c'est quoi un contrat à durée indéterminée? Le contrat à durée déterminée, c'est un contrat entre employeur et employé qui est signé pour une durée indéterminée. Donc, toute chose égale par ailleurs, jusqu'à la retraite du travailleur. D'accord. Ou jusqu'à son départ volontaire s'il veut quitter, parce qu'il a la possibilité aussi, s'il voit autre chose mieux que ça, de chercher sa liberté et d'aller travailler. Et comme l'employeur aussi a la possibilité de mettre fin à ça en cas de faute lourde ou bien en cas de réorganisation technique de l'entreprise ou s'il y a vraiment une crise économique qui met en fait la structure de l'entreprise à l'épreuve. D'accord. On a encore M. Mohamed Diallo sur Facebook qui demande combien de temps doit durer un stage et est-ce qu'il est obligé d'être rémunéré? Le stage, alors, il est en fait parce que un stage, alors comme l'apprentissage, stage comme l'apprentissage ou encore l'engagement en fait à l'essai. Parce qu'aujourd'hui, le mot stage peut prendre la forme d'un apprentissage comme ça peut prendre la forme d'un engagement à l'essai. Mais il y a une différence. Si c'est un engagement à l'essai, cela veut dire que patron et futurs travailleurs vont entreprendre de se connaître. Ils vont entreprendre de se connaître avant le recrutement. Mais il y a beaucoup de cas aujourd'hui de stages dans les entreprises. Et même chez nous, dans les cabinets d'avocats que nous appelons stagiaires. Mais en vérité, c'est de l'apprentissage. C'est-à-dire la formation en vue, par exemple, d'une profession bien déterminée. Oui, mais parce qu'en général, les stagiaires, comme on dit, ce sont des personnes qui ont fini l'école. Oui. Ils ont fini leur formation, on va dire, académique, et ils viennent pour avoir quelques notions du travail pratique sur le terrain. Et dans certaines entreprises, on voit des personnes qui font des stages d'1 an, des stages de 6 mois, et qui n'ont pas de rémunération, même ne serait-ce que des primes de transport. Est-ce que c'est légal? Oui, si c'est pourquoi je dis ce stage. Eh bien, par exemple, nous avons en fait les stagiaires de l'APEJ. Et quand APEJ, c'est pour susciter l'employabilité.
L'APEJ le fait pour encourager, en envoyant par exemple des stagiaires dans un cabinet d'avocats ou des stagiaires par exemple dans une entreprise X ou Y. Alors puisque l'APEJ a des moyens pour ça, on les envoie en les soutenant. Mais si ce n'est pas le cas, avant la naissance par exemple de l'APEJ, on voit que dans beaucoup d'entreprises, vous entendez, ah oui, bon, ils sont venus, c'est des stagiaires. C'est des stagiaires qui viennent ici, mais en vérité, entre le stagiaire et le patron, il faut comprendre que le stagiaire est venu apprendre. C'est un type de contrat d'apprentissage qui, en fait, n'engage pas juridiquement l'employeur. Parce que à la fin de l'apprentissage, l'apprenti qui a été formé, il est libre d'aller ou de conclure un contrat avec son maître, celui qui l'a formé, et s'ils étaient d'accord. Donc il n'existe pas de contrat de stage en fait. Bon non, si nous prenons par exemple le cas des stagiaires que nous avons dans les cabinets, je ne dis pas des stagiaires envoyés par le bâtonnier, mais dans notre cas, nous avons ce qu'on appelle des postulants, c'est-à-dire des jeunes qui ont obtenu la maîtrise, ils viennent dans les cabinets, ils apprennent la profession, comment faire une requête, comment faire une assignation, comment même conclure. Bon, s'il y a un concours du barreau cette année, ceux qui réussissent, c'est tant mieux, mais il y a des gens qui durent là-dedans pendant 5 ans. Maintenant, la question qui est posée est de savoir est-ce qu'ils peuvent réclamer, par exemple, à leur patron de formation une rémunération quelconque. Je pense que cet aspect est moral. Moi, je pense que quand j'emploie, en fait, dans mon cabinet, même 2-3 mois, j'estime que l'apprenti, il peut prétendre à une rémunération, mais cette rémunération, effectivement, n'est pas une obligation. C'est le patron qui se sent moralement, parce que quelqu'un qui vient dans votre entreprise, une semaine, 1 mois, il expose des frais d'essence, de carburant et autres là. Alors je pense que raisonnablement, on peut prévoir quelque chose pour lui, mais sans que cela soit vraiment juridiquement défendable devant le tribunal. Merci maître. J'espère que, cher téléspectateur Mohamed Diallo, vous avez pris note de ce que maître vient de dire. On a une autre question de mademoiselle Yolande Liali sur Facebook. Elle nous demande c'est quoi un contrat moral et est-ce qu'il est possible de poursuivre également son employeur lorsque le contrat moral, les clauses de ce contrat moral ne sont pas respectées? Bon, contrat moral, par exemple, je vois que dans certaines entreprises, on ne voudrait pas qu'une personne, par exemple, c'est pas dans le contrat, on ne voudrait pas, par exemple, qu'une demoiselle ou une femme nouvellement mariée, le patron vous dit que, bon, nous ne souhaiterons pas pouvoir tomber en état de grossesse, dans 1 an ou bien 2 ans, vous comprenez? Mais ça ne ressort pas des clauses du contrat, vous voyez? Et j'ai rencontré des cas de ce genre dans une grosse boîte. Il n'est pas écrit, mais la patronne a dit, bon écoutez, c'est parce que vous êtes tombé en état de grossesse que nous ne sommes plus à mesure de vous garder. Alors que dans le contrat, cette clause-là ne figure pas. On va faire de telle manière que on trouvera nécessairement le prétexte pour mettre à la porte cet employé. Et par conséquent, cet employé mis à la porte là va être obligé, puisque c'est un différend, il va être obligé de porter le différend devant l'inspection du travail et puis devant le tribunal du travail pour être réglé. D'accord. Donc un employé peut se permettre de renvoyer, peut se permettre de renvoyer son employé parce que, pour une femme enceinte, parce qu'elle est tombée enceinte, est-ce que c'est normal? Ça, c'est pas normal. Parce que, même étant demoiselle, c'est pas normal. Au nom de la liberté et de la liberté. Maintenant,
on ne peut pas, en fait, renfrogner la mine parce qu'une employée est tombée en état de grossesse. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, j'ai connu des cas où le patron renfrogne la mine, ou même dans des cas où on dit, bon, mais celle-là, elle est en train de faire que des enfants. L'année dernière, elle était en congé de maternité. Et on voit que, en fait, il n'y a même pas 2 ans encore, on la voit se dandiner, et alors pour faire encore enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de patrons qui n'apprécient pas ça. Mais je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes en général sont désavantagées en ce qui concerne l'offre du travail. Ah oui, évidemment, évidemment. Aujourd'hui, donc, le droit du travail et l'emploi en fait des femmes est un sujet vraiment très difficile. C'est très difficile et quand il y a en fait dans la compétition une femme et un homme, eh bien beaucoup d'employeurs vont réfléchir d'abord au congé de maternité. Je connais, je ne dis pas dans la fonction publique, mais en ce qui concerne le privé, ils vont réfléchir et tout en disant que alors en l'absence, comment je vais la faire remplacer par qui? Je vais être obligé de recruter temporairement quelqu'un. Donc ce qui fait que ce côté du genre eh bien, défavorise la femme aussi. Mais vous dites que cette clause-là n'est pas stipulée dans le contrat de travail. Oui. Est-ce que vous, au niveau du tribunal du travail, vous avez déjà eu ce genre de plainte? Et puis, quelles sont, si vous voulez, quelle est la suite d'une telle procédure? Est-ce que le patron est obligé de reprendre l'employé ou elle part carrément et puis elle se trouve un autre travail? J'ai failli personnellement avoir ce qu'on appelle une jurisprudence, c'est-à-dire terre à terre, une décision sur cette question. Mais on a stoppé parce que la question concernait une grande entreprise. C'est inimaginable dont je tairai le nom ici à la télévision. C'est un véritable tremblement de terre. Mais je pense qu'au niveau du tribunal, finalement, la question a été réglée de façon transactionnelle. Mais moi, je suis sorti du dossier en tant que tel. D'accord. Voilà. Il y a également une dernière question sur Facebook, parce que le temps qui nous a imparti est presque à son terme. Mademoiselle Jocelyne Sozaya souhaiterait savoir, lorsqu'on demande une autorisation d'absence, est-ce qu'on est obligé de stipuler le motif dans cette autorisation? Et est-ce que lorsqu'il s'agit par exemple de motifs personnels, est-ce qu'on est obligé de donner les détails? Bon, je pense que dans un contrat de travail, si un employé veut s'absenter, parce qu'il y a des absences pour lesquelles ce n'est pas en fait pris en compte dans la durée du congé, tel que le décès d'un membre de la famille, tel que en fait une cérémonie familiale importante. En dehors de ce cas, si vous formulez votre demande d'absence, en mon âme et conscience, la demande doit être motivée. Et généralement, c'est ce qui ne se fait pas parce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui demandent des permissions d'absence et le lendemain, vous les retrouvez à Lomé ou bien au Bénin ou bien au Sénégal en train d'acheter des marchandises. Mais quand un malheur vous arrive, c'est patatras. Alors que si vous avez fait la demande, s'il s'agit en fait d'une cérémonie de famille ou bien d'un problème de famille pour lequel votre patron a donné son accord, eh bien tout ce qui vous arrive peut être pris en compte en fait dans le cadre de la réglementation du travail. Mais généralement les gens ils font les demandes quand par exemple les secrétaires commerçantes, alors elles font la demande, elles mettent un motif comme ça. Il y a des patrons rigoureux, quand ils ne sont pas d'accord, ils rejettent. Mais malgré tout, elles arrivent à contourner ça pour y aller. Et quand une personne met par exemple comme motif d'absence problème personnel et que, on va dire, pendant le moment de son absence, l'absence lui a été accordée et pendant ce temps-là, elle a un souci, est-ce que... Non, il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas de problème personnel, non. Il n'y a aucun problème? Non, il n'y a pas de problème personnel. Quand on travaille, et si vous voulez, c'est la loyauté
entre le patron et son employé. D'accord. Hein? D'accord. Voilà. Si vous êtes invité par un ami, ou bien vous n'êtes pas marié, votre copain, votre ami, par exemple, vous offre en fait un voyage quelque part, et c'est votre chance pour ça, parce que ça ne peut pas attendre les vacances, vous dites ça au patron clairement. Est-ce que vous êtes sûr que les patrons accepteraient de laisser les Ouais, employés pour de telles raisons? Le patron aussi, il a des sentiments. C'est un homme, c'est un être humain comme tout le monde. Il peut accéder à ça. Mais c'est pas normal de présenter des motifs vraiment qui ne sont pas défendables. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cet entretien aujourd'hui. La suite, ça sera pour lundi, les conflits au sein des entreprises et comment résoudre ces conflits. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser vos questions sur les www.facebook.com/maïcha-télévision. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Bonne fête du 11 mai à tous les Rastafari et nous on se retrouve lundi pour un autre numéro.